Bonsoir à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là pour cette pratique, malgré le froid, la pluie, la fatigue du jour, le travail, les soucis. Il y a beaucoup de choses. On traîne beaucoup de choses avec nous. C'est pas toujours simple. On a tous des épreuves plus ou moins grandes. Donc il y a quelque chose de chaque fois assez surprenant et étonnant de se donner ce temps de pratique, ce temps d'une pratique silencieuse où en plus, là au moins on vient de faire du yoga, on fait quelque chose, mais avec la méditation, que fait-on? On est avec notre conscience, on est avec notre esprit face au calme mental. Déjà on peut se dire on va se calmer, c'est déjà pas mal vu qu'il y a des tas de raisons de vouloir se calmer et ça c'est déjà un très bon objectif, il n'y a absolument pas de doute. Mais disons que voilà, il y a une forme de courage, j'aime bien chaque fois le souligner parce qu'il y a une forme de courage que de prendre ce temps, mais parce qu'on doit glisser ce temps dans l'interstice de toutes les occupations, de tous ces plein de choses qu'on pourrait faire alors qu'on est là en train de rien faire. Donc il peut y avoir ce genre de pensée. Donc en fait, il y a quelque chose de rare et c'est plus que du luxe. C'est-à-dire que du point de vue qui nous intéresse ici dans ce contexte, et maintenant bien sûr qu'on peut vivre ça de manière variée, mais dans notre contexte, c'est-à-dire si on pense à une introduction à la pratique bouddhiste et donc une introduction à la méditation ou une approche bouddhiste de la méditation, quels que soient les noms, c'est plus que du luxe, c'est-à-dire c'est pas juste une pause, c'est plus qu'une pause, c'est une possibilité d'observer, parfois même à rebours de notre logique ordinaire, mais c'est de pouvoir se donner la possibilité d'observer tout à coup notre réalité intérieure et extérieure d'une autre manière. Et donc ça, c'est pas vraiment du luxe, parce que du point de vue bouddhiste, et peut-être pas seulement bouddhiste d'ailleurs, la possibilité de regarder autrement, c'est une possibilité de libération. C'est pas juste un point de vue différent, c'est une possibilité de libération. Et ça, alors on en a évidemment plus ou moins conscience intellectuellement, mais peut-être pas jusqu'où on pourrait en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on pourrait en tout cas avoir tendance à juste penser que c'est des points de vue différents sur le monde, mais ce n'est pas que des points de vue différents sur le monde. Le monde, alors encore une fois du point de vue bouddhiste évidemment, pas d'un point de vue matérialiste, en tout cas, le monde d'un point de vue même spirituel, pourrait-on dire, est toujours en interaction avec nous-mêmes. Il n'y a pas une espèce de monde qui existerait hors de nous. Donc ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, selon certains points de vue. Et dans un point de vue largement spirituel comme celui du bouddhisme, où on va pousser même plus loin en disant qu'il n'y a pas de réalité du monde hors de la réalité de l'esprit. Vraiment pas. Alors, ça ne veut pas non plus dire que tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est l'esprit, mais ça veut dire que nous sommes profondément, par la vision qu'on a des choses, projetés dans un monde, placés dans un monde. Et c'est pour ça que ce n'est pas du luxe, parce que la manière dont on place son regard sur les choses et sur nous-mêmes peut devenir libérateur ou pas libérateur. D'ailleurs, on vient de faire une séance de yoga avec Carole, que j'apprécie énormément. Bon, j'ai l'impression d'être un canard sur la glace, mais ça, c'est autre chose. À part ça, du point de vue des sensations et des explorations, c'est très intéressant. C'est un peu comme des possibilités d'être au monde d'une autre façon. Un peu comme si on nous disait au départ, mets-toi sur tes deux pieds, puis ensuite explore le monde dans le déséquilibre, comme on a fait ce soir. Et en fait, moi j'y trouve toujours des inspirations très intéressantes par rapport à la pratique méditative, j'entends. Parce que d'une certaine façon, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire on change la perspective du regard. Et c'est le seul fait de se mettre dans ces postures, on pourrait dire qu'ont rien de difficile, c'est pas techniquement impossible, mais on voit qu'on est obligé d'explorer quelque chose de très nouveau. Et donc intérieurement, physiologiquement, on est dans une nécessité d'exploration qui est plus que juste découvrir, c'est réinstaurer d'autres moyens d'interagir. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il fallait avoir une autre grammaire pour intégrer un équilibre déséquilibré par rapport à l'idée de l'équilibre. Mais si on vivait sur un pied tout le temps, le déséquilibre, ce serait de vivre sur deux pieds, évidemment. Donc là, tout à coup, on sent qu'intérieurement, on doit
avoir recours à d'ailleurs on ne sait pas quoi pour trouver. On est obligé de chercher sans très bien savoir ce qu'on doit trouver. Il va falloir qu'on trouve l'équilibre sans connaître à l'avance. Donc il y a quelque chose d'extraordinairement intéressant dans cette nécessité-là, parce que du coup, c'est non seulement une exploration, mais c'est aussi se rendre compte que nos habitudes, elles sont physiques aussi. C'est-à-dire notre manière de concevoir l'équilibre va jusqu'à physiquement nous placer dans une posture ou dans une autre. D'ailleurs, souvent dans la pratique méditative, le seul fait de se mettre par terre est déroutant. Je me rappelle l'autre jour, j'avais un entretien avec quelqu'un qui s'intéresse au bouddhisme, qui voulait en savoir un peu plus, et à un moment donné, il m'a fait rire, et il s'est fait rire lui-même aussi. Il me parlait de son parcours extrêmement intéressant, parce que totalement atypique, et tout à coup il me dit qu'on lui parle de la méditation, ok, il trouve ça complètement bizarre, et puis au bout d'un moment, au bout quand même de plusieurs années, il fait le test d'aller juste méditer une fois dans la pratique de la pleine conscience, et il souligne en me disant « et en plus, il fallait que je me mette en chaussettes ». Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que ça disait tout le chambardement, le chamboulement du monde qui consiste à tout à coup même se dire « tiens, je vais m'asseoir d'une autre façon ». Et en plus, en chaussettes. Donc, et rien que par cette image-là, faisant comprendre le chemin intérieur immense que l'individu, en l'occurrence lui, mais nous aussi finalement, on doit parcourir pour se mettre dans une position différente. Pourquoi je vous dis tout ça ? En fait, je vous dis tout ça parce que, on l'a vu dans le satsang la dernière fois, il y avait l'idée d'explorer ce qu'on appelle en termes bouddhistes le noble sentier octuple. Et en fait, le premier point de ce noble sentier octuple, alors je vais essayer de faire que ça ne soit pas non plus un cours théorique sur le sujet, parce que ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de s'inspirer d'un certain nombre de choses, et au fur et à mesure du temps, je viendrai rajouter des petits éléments, etc. On va essayer de construire quelque chose autour de ça. Mais pourquoi j'avais envie tout à coup de vous parler de ce noble sentier octuple ? C'est parce que je pense que ça représente justement une vision, j'utilisais le terme l'autre jour de holistique, c'est un terme aussi un peu à la mode, mais qui dit quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire une vision très globalisante de l'individu, et qui suppose qu'on ne fait pas seulement que méditer. Pourquoi ? Parce qu'on voit, même dans les petits exemples que je vous ai donnés, on voit que dès que l'on, par exemple, s'asseye, et encore une fois, l'exercice de Carole est intéressant à ce propos aussi, pour d'autres raisons aussi, mais du point de vue de la découverte, il suffit de se mettre sur un pied pour que le monde change. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est aussi holistique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le problème d'un déséquilibre, c'est tout le reste qui doit bouger avec. Donc les bras, la manière, le regard, donc tout est pris. Et puis les sensations aussi. J'ai peur de tomber, j'ai pas peur de tomber, etc. On voit si on y porte attention, on voit que c'est l'entièreté de notre être qui est happée par l'exercice. Alors bien sûr, on peut faire le geste d'une manière purement technique, et dans ce cas-là, on essaie juste de bien tenir sur le pied gauche, par exemple. Mais dans ce cas-là, on n'est pas dans une démarche holistique, on est dans une autre démarche, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur, mais on essaie juste de régler un problème. Donc on est technique, on veut tenir sur le pied gauche. Donc on va s'entraîner, mais on laisse de côté parce que ça ne nous intéresse pas ou parce que ça ne rentre pas dans la perspective qu'on a, il n'y a pas de jugement, mais c'est juste comme ça, mais on laisse de côté des éléments qui sont intéressants et qui sont des éléments liés à la vision du monde. Je ne sais pas, peut-être se mettre sur un pied, pour nous, représente quelque chose de ridicule. Moi, je vous ai dit avant que je me sentais comme un canard sur la glace. À la fois, ça me fait rire moi-même, puis en même temps, ça pourrait être douloureux. En l'occurrence, ça ne l'est pas, mais ça pourrait. Du genre, zut, les autres, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas, etc. Donc, il y a des tas d'éléments qui vont entrer en ligne de compte et qui font que, finalement, ces pratiques, elles sont, dans leur nature même, holistiques. Donc la pratique méditative, elle n'est justement pas technique. C'est-à-dire que dans une approche, dans une perspective bouddhiste, on pourrait dire qu'elle est holistique de fait, d'où l'idée du noble sentier octuple. C'est-à-dire de
tous ces paramètres, du point de vue qu'on a sur les choses, c'est le premier de ces points, à l'idée d'une méditation juste. Mais ça passe par les modes d'existence justes, ça passe par l'effort juste, la pensée juste, la parole juste, etc. Donc, en fait, à travers ces 8 points, 8 branches, il n'y a pas tellement d'aspects de l'individu qui peuvent être laissés de côté. Donc, c'est l'entièreté de l'individu qui est pris dans l'exercice. Et ça, c'est très intéressant, parce que je me suis dit ça pourrait être intéressant pour nous, justement pour venir illustrer le fait qu'on n'est pas juste en train d'essayer de bien méditer. On fait quelque chose de plus. En tout cas, c'est la proposition. De la même manière que pour Carole, c'est une proposition. Elle ne nous propose pas d'être sur le pied gauche. Elle nous propose d'explorer l'équilibre. Moi, je trouve ça très fort, parce que c'est vraiment, d'abord, tu le fais bien en plus, mais il y a quelque chose de, je suis sûr que tu en es consciente, mais il y a quelque chose de très intéressant. C'est pas juste l'exploration de quelque chose de technique. Le but pour nous, c'est pas, par exemple, de rester silencieux pendant 10 minutes. On pourrait, mais c'est pas ça la proposition. Donc le noble sentier octuple vient re-questionner la proposition. Et du point de vue bouddhiste, c'est extraordinairement important, parce qu'on pourrait dire que dans cette philosophie, qui est une approche de la vie aussi, la façon dont psychologiquement, dont on aborde les choses importe plus que finalement ce que l'on va faire, ou ce que sont même les choses. Donc la force de la proposition est très intéressante. C'est pour ça que ce n'est pas très intéressant de se mettre sur le pied gauche et pas de se mettre sur les deux pieds. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la découverte qui découle du fait de faire l'exercice. Ce n'est pas l'exercice en lui-même, évidemment pas. Parce que bon, voilà, on se met comme ça, qui est super. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est même pas l'idée de bien le faire. Il n'y a pas un seul critère qu'on doit réussir à atteindre pour bien le faire. Carole n'est pas en train de nous regarder en te disant non, ça c'est pas juste, tire voir un peu plus. C'est pas ça le but. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité d'exploration personnelle. Et ça c'est très intéressant. Parce que le parallèle est très clair avec la pratique méditative, si on l'approche de cette manière holistique. Donc ça veut dire que le but pour nous, c'est pas juste de méditer pendant 10 minutes et d'être calme. Ou alors ce n'est pas d'avoir plus aucune pensée. Ou alors ce n'est pas de faire le vide en soi. On pourrait faire un catalogue, d'ailleurs, un peu à la Prévert, ça serait très drôle, hein, on ferait des espèces de définitions de ce que l'on attend de la méditation. Être plus zen, ne plus avoir de pensée, ne plus stresser. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des objectifs valides. Par exemple, on peut avoir comme objectif valide se mettre sur le pied gauche, pourquoi pas, hein, on peut avoir envie, parce que c'est important pour nous, je ne sais pas. Donc finalement, tout est possible. Mais essayons de revenir, et c'est là la proposition, c'est pour ça que je fais le parallèle avec ce que fait Carole, parce que c'est aussi une proposition dans une technique, et qui est plus qu'une technique, qui est un mode de vie, qui est quelque chose de très holistique par nature. Donc essayons de voir quelle est la proposition méditative, justement. Et le noble sentier octuple vient nous donner des éléments très intéressants qui viennent en fait simplement éclairer cette proposition. On pourrait dire que, et c'est ce qu'on va surtout travailler, c'est d'une part la vue, ça c'est le premier point de ce noble sentier octuple, et la vue ici, c'est, en tibétain on dit Yang Takpe Tawa. Et Yang Takpe Tawa, Tawa, c'est très intéressant parce que Tawa ça veut dire la vue au sens propre, c'est-à-dire le regard, c'est la manière dont je regarde. Et en fait, ça vient du sanskrit, drishti, qui en fait mais comme on peut en français, du genre t'as vu, le point de vue. Hein, c'est le point de vue, voir, on confond volontairement, mais ce n'est pas une confusion, on associe volontairement la manière dont on regarde avec la manière dont on pense. Ce qui est extrêmement intéressant, si on prend juste 2 secondes pour se dire waouh, la manière dont je pose le regard sur les choses, c'est la manière dont je pense les choses. Et ça devient un peu vertigineux, parce que c'est énorme. Quel est le regard qui est le mien sur les choses? Comment je regarde les choses, au sens propre et au sens figuré, évidemment. Donc c'est pour ça que Yang Takpe Tawa, Tawa qui est la vue, le regard, Yang Takpa qui veut dire pur. Et ce qui est intéressant,
pur ou parfait. Ce qui est intéressant dans le mot, même la construction, c'est yang trakpa. Trakpa, ça veut dire pur. Yang, ça veut dire encore. C'est encore plus pur. C'est-à-dire c'est comme une espèce de processus où on raffine la manière dont on pose le regard. On pourrait dire. C'est pas juste pur versus impur, du genre ça c'est la bonne vue, ça c'est la mauvaise vue. Non, le yang trakpa, c'est presque comme une façon de dire c'est vers la pureté, c'est comme encore plus pur. C'est comme aller vers quelque chose, comme un entraînement à la vue. Et quand je vous parlais d'une attitude holistique, cette idée de l'entraînement à la vue est fondamentale. Ce n'est pas l'adoption d'une vue, c'est l'entraînement à la vue. Alors évidemment, la vue, on ne l'invente pas non plus, c'est-à-dire on est dans un contexte, la même chose avec un exercice de yoga, il y a des choses à apprendre, etc. Donc bien sûr, d'autant plus avec le bouddhisme, il y a un très fort corpus d'enseignement, etc. Donc tout ce qui est la vue est largement été énoncé, dit, expliqué, commenté, il n'y a pas de doute. Mais n'empêche que c'est quand même un entraînement. C'est-à-dire que, étonnamment, c'est quand même un peu une réussite aussi. On sent que ce n'est pas trop dogmatique. Il y a des idées, il y a des idées même d'ailleurs assez bien construites, mais on s'entraîne quand même. C'est-à-dire que c'est philosophiquement assez questionnant pour qu'on soit sans arrêt en train de se demander comment on regarde. Parce que l'intérêt de la démarche est plutôt justement de nous amener à la curiosité à l'égard de la démarche qui consiste à regarder. Un peu comme on le fait dans la pratique méditative. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas le calme pour le calme, ça on l'a bien compris, c'est plutôt la curiosité à l'égard de ce qui se passe. Donc, cette curiosité-là qu'on va explorer dans la pratique méditative, elle est directement liée à la vue. Pourquoi ? Parce que comment regarde-t-on ce que l'on découvre ? Et là, c'est fondamental. Et là, du coup, il y a aussi une part d'entraînement. C'est-à-dire qu'on peut très bien regarder ce que l'on va observer, voire même découvrir, ou n'importe, qui est forcément chaque fois recréé d'une certaine façon. C'est pas que on médite et je regarde à nouveau à un endroit précis et je vais y voir ce que j'attends d'y trouver. C'est pas ça. C'est pas comme une espèce de fenêtre où on sait que derrière il y a un arbre avec 3 branches et puis une vieille roue un peu cassée. Bon, bref, n'importe quel tableau. On n'est pas dans un tableau. On n'est pas j'ouvre la fenêtre, je replonge dans le tableau. Non. J'ouvre la fenêtre et il y a de fortes chances que le tableau soit complètement différent. Et d'ailleurs, une des découvertes, c'est que c'est chaque fois différent. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir m'attendre à regarder la même chose. Ce n'est pas possible. Donc, il y a vraiment une idée d'une exploration constante. Donc, finalement, il n'y a pas la possibilité non plus d'une répétition. Non. Finalement, mon entraînement à la vue est de fait un entraînement, étant donné que si je voyais à la rigueur chaque fois la même chose, je pourrais peut-être tellement m'entraîner qu'au bout d'un moment, je n'ai plus besoin de m'entraîner. Mais vu que j'ai de fortes chances de ne jamais voir la même chose, je vais tout le temps m'entraîner. Et je vais tout le temps m'entraîner non seulement à regarder, mais je vais me rendre compte que je ne regarde jamais d'une manière neutre. Ce n'est pas possible. Donc mon entraînement, ce n'est pas simplement sur la capacité à regarder, c'est je m'entraîne à regarder comment je regarde. Donc il y a un regard sur le regard. Forcément qu'il y a un regard sur le regard. Parce que, et c'est là où justement le Nob Sentier Octuple, l'approche holistique, c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est un regard sur le regard. Comment je regarde. Et le comment je regarde, et là on revient à ce que je disais avant avec l'idée du regard, de la vue, le comment je regarde m'inscrit dans un monde ou m'inscrit dans un autre monde, tout le temps. Et ça, on pourrait dire, c'est presque la part de liberté qui m'appartient. C'est-à-dire, c'est à peu près la seule partie d'ailleurs de liberté que je puisse réellement explorer. C'est peut-être pas la seule et unique, mais en tout cas, là, il y a une part de liberté, c'est-à-dire dans la manière dont je regarde. C'est pour ça que l'entraînement à la pratique méditative, et là on le comprend avec tout Slayus beaucoup mieux, c'est même pas d'être calme, c'est de changer le regard. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est libérateur. C'est libérateur parce qu'en fonction du regard,
pour reprendre une belle image utilisée dans plein de circonstances, mais il y a deux loups à l'intérieur de nous, ça c'est une histoire qui se raconte, le bon loup et le mauvais loup, le loup blanc et le loup noir, et on pourrait dire que le regard va nous conduire à nourrir tel loup ou tel autre. Et le monde dans lequel on est va dépendre du loup qu'on aura nourri. Si on passe son temps à nourrir, entre guillemets, le mauvais loup, ben, il va falloir vivre avec. Et donc, à un moment donné, la liberté, c'est pas théorique ni philosophique, c'est un choix de vie tous les jours. C'est-à-dire comment je nourris ces deux loups, de qui je m'occupe et comment je m'en occupe. Et le qui je m'occupe, de qui je m'occupe, comment je m'en occupe, ce regard-là, ça c'est un choix. C'est-à-dire que c'est un choix et forcément ça entraîne la question de la liberté. Si j'ai une possibilité de choix, donc il y a une liberté. Et donc je dois l'exercer cette liberté. Du point de vue bouddhiste, c'est fondamental. Vu que je ne suis pas destiné à devoir être pris dans le cycle des existences d'une manière éternelle, j'ai même la possibilité, c'est presque mon destin de guillemets, parce que, mais bon, il ne faudrait peut-être pas être trop catégorique là-dessus, mais disons, j'ai une possibilité réelle de sortir du cycle des existences. Donc je ne suis absolument pas condamné à cette ronde sans fin. C'est pour ça que le samsara, du point de vue bouddhiste, n'a rien d'intéressant. C'est juste une répétition éternelle. Donc c'est comme une espèce de radotage cosmique. Donc bon, c'est sympa de radoter, mais disons au bout de vie et de vie, c'est bien d'arrêter de radoter. Donc l'entraînement à la vue, c'est arrêter de radoter. Parce que quand on regarde les choses, on radote. Je ne sais pas si vous avez pris conscience de ça, mais c'est extraordinaire. Quand on regarde les choses, on radote. Tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, on regarde, admettons, un certain nombre de choses, puis on dit « Ah, bah, t'as vu ?» On radote. C'est-à-dire, le « Ah, t'as vu ?» on est donc d'accord avec nous-mêmes, forcément. Hein. Donc, du genre « Ça, c'est nul. Bah, t'as vu ?» Donc, on radote. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit ça, hop, c'est un petit rappel de « Ah, bah, t'as vu ?» Donc, et on reprend l'histoire. C'est-à-dire que finalement, on questionne plus ou moins, mais disons, c'est en général plutôt moins que plus, la manière dont on regarde. Parce que c'est extraordinairement rassurant. Si on arrive dans un monde où il n'y a pas un seul objet que l'on peut déterminer par le regard que l'on pose sur eux, on ne sait pas ce qu'on mange, du genre, imaginez que vous arrivez, il n'y a que des arbres différents, il n'y a que des fruits différents. Vous mangez lequel ? Impossible de savoir. Donc, il n'y a pas de nom, on ne sait pas, on n'a pas nommé, donc là, c'est impossible. Il va falloir tout réapprendre. Mais tout réapprendre, c'est à la fois génial, mais désapprendre, c'est absolument nécessaire. Parce que si on ne peut pas désapprendre, on est coincé dans ce qu'on a appris. Donc ça veut dire qu'on ne change jamais de vue. C'est pas possible, il n'y a pas de liberté. Il ne peut pas y en avoir, c'est fini. Donc ça veut dire qu'on radote. Donc la vue, Yangtakpe Tawa, c'est le premier point d'une obstination octuple. Et c'est logique. Parce que si je ne change pas ça, impossible. C'est-à-dire que je vais continuer à méditer avec le même radotage. Donc je vais continuer exactement, je passe à côté de la proposition. Un peu comme ce que nous dit Carole, je comprends, mets-toi sur le pied gauche. Je ne comprends pas, explore le déséquilibre. Alors que la proposition est claire. Regardez comment ce déséquilibre, les sensations de ce déséquilibre en vous. Donc moi je comprends, mets-toi sur le pied gauche. Donc, c'est pour ça que ça va devenir intéressant de se mettre dans cette situation où on change le regard, et c'est ça la proposition. Donc, je pense qu'en explorant ensemble, et moi j'explore avec vous, parce que du coup ça me donne l'occasion aussi de replonger là-dedans, d'aller fouiller dans les sutras, d'aller voir des trucs, etc., et c'est très bien. Donc du coup, en fouillant là-dedans, ça va questionner aussi notre pratique. Bon, en général, j'aime bien faire que notre pratique nous questionne tout le temps. Mais là, ça va nous donner un peu du grain. Ça peut être intéressant. On verra, j'en sais rien, hein, mais ça peut être intéressant de voir ça. Voilà, donc je pense avoir largement assez causé. Mais c'était pour dire qu'un des points sur les 8, c'est la vue. Et puis là, voilà, j'ai donné quelques éléments qui peuvent être intéressants, simplement pour que nous, finalement, dans notre pratique tous les jours, ça soit aussi de la même manière, encore une fois, le déséquilibre. Est-ce qu'on peut marcher en se disant qu'est-ce qui se passe quand j'ai le pied en l'air, par exemple, hein, on pourrait s'imaginer. Bon, ça serait peut-être bizarre dans la rue, on serait comme ça, en train de faire, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il fout l'autre. Mais on pourrait imaginer.
Tout à coup, on décide d'explorer le moment où on a le pied en l'air. Bon, bref. Ben, de la même manière, on peut explorer la façon dont on va poser le regard sur les choses. Et puis, du coup, notre pratique méditative, elle vient en renfort avec ce regard qu'on peut décider de poser sur les choses. Pourquoi en renfort? Non pas pour nous convaincre que c'est comme ça qu'on doit regarder, mais en renfort dans le sens de « Ah, c'est comme ça que je regarde ». Parce qu'il n'y a pas l'idée d'adopter un regard, il y a l'idée d'abord de savoir comment on regarde. Adopter un regard, on peut toujours le faire. Savoir comment on regarde, ça c'est une autre paire de manches. Et c'est beaucoup plus intéressant au départ. Après, on peut adopter les regards qu'on veut, mais c'est très intéressant de savoir comment nous regardons. Et c'est là où c'est un peu redoutable avec la pratique méditative. C'est parce que le comment nous regardons, il va falloir y passer pas mal de temps pour que ça commence à devenir intéressant. Et c'est pour ça que ce n'est pas si simple. En général, quand on fait de la méditation avec objet, où on a un objectif du genre se calmer, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'au moins, on va se calmer. Mais là, on va se demander comment on regarde. Et se demander comment on regarde, ça peut nous prendre pas mal de temps pour petit à petit décanter et puis voir comment on regarde. Mais du point de vue bouddhiste, et je terminerai là-dessus, c'est fondamental parce que tant qu'il n'y a pas une déconstruction, c'est-à-dire une prise de conscience du comment je regarde, il n'y a pas de changement dans le monde, intérieur et extérieur. Il ne peut pas y en avoir. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que le changement n'intervient pas entre je prends un gros bout de bois, je tape sur la tête du voisin, et je prends une arme très sophistiquée et je tape sur la tête du voisin. Le seul changement est technique, mais rien ne change dans la logique. Donc on voit bien que le changement, c'est un extraordinaire piège, parce qu'on a des tas de raisons de penser que ça change, mais en fait, il y a des tas de raisons de penser que ça ne change jamais. Donc, se rendre compte de là où ça ne change pas, c'est forcément interroger la façon dont on regarde. C'est la seule possibilité de changer. La seule. Donc, si on veut qu'il y ait des choses qui changent, eh ben, il va falloir qu'intérieurement, et ce n'est pas une injonction du genre lourd, merde, j'arrive pas à changer, ce n'est pas ça le but, mais il va falloir forcément qu'on regarde comme on regarde pour pouvoir regarder éventuellement d'une autre manière. Ça ne sera juste pas possible autrement. Donc en fait, l'exercice méditatif, c'est encore et toujours un entraînement à ce regard, sur la base de la présence, en joignant à la présence la stabilité mentale. Ça, c'est important. La stabilité mentale, elle se fait sur la base du support. Pourquoi? Parce que le support, il nous maintient quelque part, et ce maintien quelque part, c'est une certaine fermeté. Si on devait faire le parallèle avec la posture de yoga, ce serait le fait de ne pas juste tomber. On maintient quelque chose. On est obligé de garder une certaine tension. On ne peut pas tout relâcher. Mais on doit en même temps trouver une forme de souplesse pour continuer à bouger. On ne peut pas être juste hyper rigide. Donc, cette tension, c'est celle qu'on exerce sur l'objet, c'est-à-dire sur le support. Si par exemple, notre support, c'est le va-et-vient du souffle, ce qui est très intéressant, donc on essaie de maintenir son attention sur, et pourquoi pas, le décompte, expiration, inspiration, 1, expiration, inspiration, 2, sans que ce soit trop technique, mais on peut essayer de maintenir ça. Donc là, il faut une certaine tension, parce que sinon, ça part. Puis en même temps, une certaine souplesse, d'où l'idée du regard, qui va observer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va observer tout ce qui peut se produire dans le rapport à l'exercice. Les pensées qui partent, tout à coup on va réaliser que ça fait juste 5 minutes qu'on avait complètement oublié de penser au va-et-vient du souffle. On était parti dans quoi déjà? Et puis on essaie de refaire le fil. Ah non, mais je vais refaire le fil. Puis petit à petit, d'entrer dans cette observation tout azimut de tous les aspects de nous-mêmes à l'intérieur de cet exercice. Donc voilà, on va faire un exercice tout simple de présence et d'attention, les deux. Ten-she en tibétain, ten-pa, she-shin, tout le temps. De toute façon, on ne sortira pas de là. Voilà. Alors, je vais juste
On va faire des courtes sessions, hein, comme d'habitude. C'est du genre 10 minutes, un quart d'heure. Tu te mets contre le mur, bien sûr. Non, non, vous vous mettez à l'aise. Non, non, il faut se mettre le plus à l'aise possible. Je ne sais pas comment vous êtes à l'aise, mais mettez-vous à l'aise. Ah, je sais pas. Oui, bien sûr. T'es bien comme ça contre le mur? Je sais pas, je vais si jamais Sinon, tu mets les jambes tendues. Tu essaies avec les jambes tendues? Non, peut-être pas te coucher. Ouais, c'est bien? Les jambes, ça va? Ouais. Ok. Voilà, donc l'exercice, il fait chaud ou pas? Vous avez besoin d'ouvrir les fenêtres? Non? Non? Ok. Très bien. Donc l'exercice, d'observer le va-et-vient du souffle. Donc on porte une attention au corps, hein, la respiration est dans le corps, et en même temps on porte une attention à l'esprit, bien sûr, et à tout ce qui peut se passer. Et on revient sans cesse, mais d'une manière douce, bienveillante, on revient au support, en essayant de cultiver une qualité de clarté. Et puis si on est en plein dans la torpeur, ben, c'est pas grave. Donc vous explorez la torpeur, comment vous piquez dedans, comment vous en ressortez, etc. De toute façon, on doit intégrer ce qui se passe. On ne va pas avoir le choix. Voilà.
une petite pause. Bon, t'as raison. Ça va la posture? Oui, c'était bien. C'est bien comme ça? Ouais. Ça me prend moins la tête. Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Super. Très bien, ouais, détendez-vous, bougez. Volontiers. Merci Carole. Oui, ça fatigue de méditer finalement. Non, mais c'est incroyable, c'est vrai que si on y passe la journée entière, c'est un sacré exercice. Hein. Ah bah ouais. Ben ouais, c'est vraiment... Marcher pendant une journée, c'est presque plus facile. Tu vois? Parce que tu marches, quoi. Mais là, les minutes, parfois, elles peuvent... Waouh! Non, mais je vais faire très attention. Mais j'ai pas mon minuteur, donc tu vois, je me repère avec l'horloge. Mais c'est vrai que... On entend les cloches, ça nous fait le quart d'heure. Ça fait le quart d'heure. Florence n'est pas d'accord. C'est vrai? Non, c'était 3 secondes. C'était 3 secondes, hein. C'est assez fou. Ah, alors là, évidemment. Donc, bien sûr, ça aussi c'est une exploration d'ailleurs. Voilà, l'exercice très simple, hein, évidemment, juste observer le va-et-vient du souffle. Par contre, très fin en même temps, très simple et très fin, parce que observer le va-et-vient du souffle, il y a à la fois rien de plus simple et rien de plus délicat, parce que comment on l'observe, comment on est dans ce mouvement, voilà, tout ça. Encore une fois, si on y va un peu à la hussarde, c'est presque plus simple, parce que expiration, inspiration, 1, puis tu fais le décompte d'une manière un peu rude comme ça. Là, oui, on peut se dire, ah oui, tiens, là, j'ai tenu. Mais si on est dans quelque chose de plus souple, de plus doux, donc ça va demander une approche un peu sensible du processus, et puis de se rendre compte comment on tient, comment on se pose sur le support, comment on n'est plus sur le support, d'essayer de développer une attention suffisamment fine pour repérer les micro-mouvements, les petits mouvements de la conscience où tac, on est déjà en train de penser à quelque chose, on n'avait pas repéré, etc. Qu'est-ce qui se passe, même peut-être comme attention au corps, aussi l'attention physique, c'est-à-dire est-ce que ça se traduit par quelque chose émotionnellement dans le corps ou pas. Tout ça passe par, voilà, encore une fois, cet entraînement à l'observation. Après, on verra qu'il y a ce qu'on appelle les 4 piliers de l'attention qui font partie de tout cette espèce de corpus qui est traité de manière plus ou moins directe ou indirecte avec ces 9 sentiers octuples. Mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a aussi différentes compréhensions de ces 4 piliers de l'attention. L'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention à l'esprit, l'attention aux phénomènes. Comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça? Donc on va essayer d'explorer petit à petit, de mettre différents petits éclairages dans ces différents niveaux. Mais déjà pour nous, l'attention au va-et-vient du souffle, c'est en fait une attention au corps, parce que
du point de vue de la sensation physique, c'est une sensation physique, la respiration. C'est pas mental. Donc en fait, on est normalement dans cette sensibilité où on perçoit le passage du souffle au niveau des narines. Donc c'est ça notre repère. C'est-à-dire c'est le repère de la sensation physique. Et donc petit à petit, on se maintient à ce niveau-là. Et c'est aussi observer si la conscience reste dans cette conscience physique ou si tout à coup, hop, elle part dans un domaine d'une conscience mentale, hop, part-elle dans le domaine d'une conscience olfactive, etc., d'une conscience tactile. Voilà, tout ça, quoi. La conscience tactile, c'est la conscience du corps. Mais, on pourrait imaginer une conscience auditive. Est-ce que tout à coup, tac, on est dans le champ auditif. Donc, après, bien sûr que tout cet exercice, comme toujours, j'ai envie de dire, du point de vue bouddhiste, c'est une manière de questionner encore une fois une vision du monde, mais cette vision du monde, d'une manière très standard, elle s'appuie sur quelques éléments clés. Il y en a deux majeurs, c'est la permanence des phénomènes et c'est l'existence du jeu. Ça, c'est les gros blocs. Et donc, en fait, ces gros blocs, on a beau être conscient que les choses sont impermanentes, on a beau être conscient que nous sommes finalement impermanents, parce qu'il suffit de passer dans un cimetière pour se dire « ouais, tout cela, ils sont plus là ». Donc, il y a un côté de nous, on sait bien que tout ça, c'est que pour un moment. Mais n'empêche que dans notre réalité psychique profonde, les phénomènes continuent à être extraordinairement concrets, donc permanents, et notre jeu continue à être extrêmement solide. Donc ça ne veut pas dire qu'on va vers une espèce de flou informe et dans une non-existence, c'est pas non plus ça, mais du point de vue bouddhiste, on vient questionner ça. Et on vient le questionner non pas pour le plaisir de la question, parce que le but du jeu, et ça vaut toujours la peine de le rappeler, c'est d'être le plus en plus en phase avec le réel. Très souvent d'ailleurs, ça c'est une perception occidentale, on a perçu le bouddhisme, comme d'ailleurs beaucoup de philosophies orientales, comme désincarné, comme quelque chose qui n'était pas concret. C'est des rêveurs, en gros. Ça c'est une espèce de grand truc. Nous sommes des rationnels, on pense aux choses sérieuses, et puis eux, c'est les rêveurs dans leur grotte, etc. Dans la perspective, ou dans une perspective orientale, c'est l'exact contraire, évidemment, parce que prendre en compte l'impermanence est une chose on ne peut plus concrète et on ne peut plus raisonnable. Ne pas prendre en compte l'impermanence, par exemple, c'est totalement déraisonnable. C'est-à-dire la folie qui nous fait construire des murs en pensant qu'ils dureront toujours est une folie, d'un point de vue, dans une perspective entre gros guillemets, philosophie orientale, parce que ça devient une espèce de fourre-tout. Non, la non, ou le manque de prise en compte de l'impermanence est une folie pure. Une folie pure parce qu'elle conduit à faire des choses qui sont complètement déraisonnables. Du genre, tu m'aimeras toujours. Dans des rapports humains, par exemple, tu m'aimeras toujours. Non. C'est pas même que tu veux pas. C'est que de toute façon, tu n'as pas de garantie sur le toujours. C'est impossible. Donc le tu m'aimeras toujours n'est pas possible. Donc il y a quelque chose de... Alors que pour nous, il y a des romantismes qui sont tout à fait justifiables, culturellement. Mais vu dans une autre perspective, c'est une pure aberration. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être. Ça n'empêche pas les orientaux de faire des films Bollywood où tu m'aimeras toujours. Ça, c'est pas le problème. C'est le problème de la psyché humaine, en fait. C'est pour ça que je mettais les gros guillemets autour de la philosophie orientale. C'est pas... Les orientaux ne sont pas mieux outillés que nous pour faire face à l'impermanence. Mais c'est juste que, voilà, quand on vient avec notre pratique méditative à commencer à rentrer dans le détail de ce qui nous constitue, finalement, c'est un regard forcément assez acéré sur
l'absence d'une nature intrinsèque qui justement nous constituerait. C'est rentrer en contact avec les phénomènes qui sont impermanents, rentrer en contact avec le jeu qui est mouvant, beaucoup plus. Voilà, tout simplement parce que quand la conscience, elle est dans l'observation d'une sensation physique, et bien ensuite elle passe par exemple à l'observation d'une sensation auditive, mais pour elle, pris dans une espèce de grosse masse globale, c'est juste la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le jeu qui existe à cet instant, ce n'est pas exactement le même qui existe à l'instant d'après. Et c'est moi qui invente la continuité. D'ailleurs, c'est moi qui invente la continuité qui fait que j'ai toujours l'impression d'être Jean-Marc depuis que je suis Jean-Marc. Mais en fait, je suis vraiment pas tout à fait le même Jean-Marc. C'est-à-dire que j'ai une impossibilité totale de revenir dans le Jean-Marc qui était le Jean-Marc quand j'avais 10 ans. Je ne sais même plus qui il est. Est-ce que je sais vraiment ce qu'il pensait, comment il vivait? J'ai des vagues souvenirs, évidemment, j'ai des souvenirs, parce que j'ai à voir avec ce continuum-là. Mais c'est qu'un continuum. Je ne suis pas aussi solide que ça. Pas du tout. Donc, bon, bref, quoi, voilà. Donc on explore. Parce que c'est la seule chose à faire, finalement. Voilà, et maintenant d'une manière beaucoup plus raisonnable, ouais, tu vas voir, hein? C'est voilà. Tu peux même te mettre plus haut, hein, tu veux en mettre plus? Essaye, hein? Non? Mets-toi bien, mettez-vous le mieux possible. Il y en a qui vont finir dans la caisse, là-bas, installés. Cela dit, il y a encore plein de tapis, vous pouvez augmenter les niveaux. Ok. Pareil, hein, l'exercice, techniquement parlant, l'exercice c'est le même. Hein. Mais la découverte de ce qui se passe dans l'exercice, c'est forcément pas le même, parce que c'est un autre moment.
Une petite pause. Le but, c'est presque pas de tenir absolument le décompte. Le but, c'est d'observer l'instant même où on perd le décompte. C'est plus intéressant. Ça, oui, ça peut être tout le temps. Oui, ça peut être tout le temps. Tout à fait, ça peut être tout le temps. Et du coup, dès lors qu'il y a cette conscience de c'est tout le temps, on se rapproche de quelque chose de la présence, étonnamment. Parce que du coup, ça nous rend justement sensibles à la présence, le départ, à la présence, le départ. Et petit à petit, c'est par cette porte-là qu'on commence à s'intéresser à ce qui est en train de se produire. Parce que sinon, on peut très bien vivre l'exercice comme « faut que je réussisse, zut, j'ai pas encore réussi ». Et finalement, dans ce cas-là, on est plus dans ce discours que dans l'observation de ce qui est en train de se jouer intérieurement. Parce qu'il se joue quelque chose intérieurement. Ce moment où, paf, ça part, on pourrait tout à fait être curieux de voir quand ça part, pourquoi ça part, sans rentrer dans une analyse non plus. Il n'y a pas quelque chose qui va faire que ça part, mais par exemple, de rencontrer le mouvement de la conscience, parce que ça, c'est une manière de rencontrer le mouvement de la conscience. Sinon, on peut très bien avoir l'impression qu'on est faussement concentré. Par exemple, quand on est dans un exercice de concentration un peu dur, on peut penser qu'on est concentré. Parce que, par exemple, on est hyper à son affaire, on fait notre boulot, etc. Là, on est dans un exercice d'un autre type, qui vient remettre en question peut-être l'idée qu'on est très concentré. On va peut-être devoir accepter qu'on est complètement disloqué. Ça part dans tous les sens, à chaque instant. Que, en fait, au point où on peut même se demander si on était vraiment là. Où était-on ? Et tout ça, ça c'est la réappropriation en fait. C'est d'une part de la découverte, mais c'est aussi de la réappropriation. C'est-à-dire que petit à petit, on revient vers nous, on est de nouveau en contact, on apprend à être en contact avec tout simplement cette matière que finalement on ne connaît pas tellement et qu'on nomme « je », mais qui est très complexe en termes de sensations physiques, de pensées, d'émotions, de sensations, de perceptions, d'idées, etc. Je veux dire, c'est une espèce de même la posture du corps, voilà. Est-ce qu'on est dans le corps ? Le corps, c'est en lui-même une grosse question. Je veux dire, normalement, le corps est une telle masse. Moi, je fais 80 kilos quand même. Franchement, découpé en morceaux, mis dans des sacs, ça fait lourd sur la balance. Donc, normalement, vous êtes d'accord, l'image est frappante. Donc, on devrait se dire, 80 kilos de chair et d'os, avec tout ce qu'il y a comme jus, comme... d'accord. Non, parce que Nagarjuna, il utilise, nous sommes dans un pot de sac, un sac de peau, pas un pot de sac, un sac de peau. C'est intéressant, c'est pour ça que c'est une petite incursion. Mais bref, c'est intéressant parce que tout à coup, n'empêche que tout ça devrait me donner une densité extraordinaire. C'est-à-dire au point où je devrais peut-être ne jamais oublier la présence du corps. C'est quand même 80 kilos de matière. Il y a des moments où je me demande si j'étais là avec lui. Donc, où étais-je pendant ce temps-là ? Donc, c'est quand même fantastique. C'est pour ça que le corps en lui-même est un paradoxe fantastique. Du genre, on a mal aux pieds, puis tout à coup, l'instant d'après, on est en train de penser à autre chose. Donc, quelle est la nature de cette douleur qui tout à coup est insupportable ? Comme la durée d'ailleurs. Bien sûr, on joue un peu sur cette notion de durée. Mon Dieu, le temps qui devient horriblement long, quoi. Oui, mais... Ok, mais 2 heures devant un film, c'est horriblement court. Donc, c'est...
Ça, c'est une grosse évidence, la relativité du temps. Mais donc, du coup, en même temps, c'est comment vivons nous tous ces moments-là. C'est-à-dire, tu vois, et il n'y a pas de bonne posture, finalement. Il y a juste se demander comment on est dans tous ces moments. Il n'y a pas quelque chose, c'est pas mieux ou moins bien, hein, mais c'est plus ou moins présent. On pourrait dire que le critère, c'est pas mieux ou moins bien, c'est plus ou moins présent. C'est pour ça que la distraction, on voit dans tous les textes classiques que les pensées comme la distraction, c'est pas un réel problème. Ça devient problématique quand c'est cela qui gouverne. C'est-à-dire quand la distraction est tellement puissante qu'on n'a plus la capacité de placer l'esprit sur un support. Là, ça devient problématique. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que énergétiquement aussi, les mouvements de l'esprit sont totalement incontrôlables, évidemment. Donc là, ça peut devenir difficile. Il y a un certain nombre de qualités qu'on ne va pas pouvoir développer. Ça va être très compliqué de développer de la sagesse, par exemple, d'observer l'objet qui nous intéresse, c'est-à-dire la conscience. C'est impossible. Quand elle virevolte sans arrêt, on ne peut pas observer sa nature. Il y a quelque chose qui est impossible. Mais bon, à part ça, le mouvement comme les pensées ne sont pas problématiques tant qu'on est dans l'observation. Encore une fois, c'est comme les mouvements de vagues sur l'eau. On ne pourrait pas dire que là... D'ailleurs, on parlera d'une mer déchaînée, on parlera d'un lac agité, on va parler de choses comme ça, mais on ne dira pas « Oula, il fonctionne mal le lac, les vagues là, sont pas normales ». Non, on sait que d'une certaine manière, ça c'est normal, c'est pour me dire je dois prendre mon médicament pour le soin. Ça, c'est les vieux, on a une alarme, les anidip, tu vois, le traitement pour l'hypertension. Donc j'ai oublié de l'enlever. Donc du coup, c'est con, hein. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc on a un rapport naturel au mouvement sur un lac. On ne se dit pas les vagues c'est trop, on n'est pas dans ce rapport-là. On est même assez curieux, on a un naturel assez curieux. On trouve intéressant quand il est plat, quand il bouge, quand les couleurs changent, etc. En fait, cette même curiosité qu'on peut avoir à l'égard du lac, on la tourne à l'intérieur. C'est-à-dire on commence à être curieux de l'esprit. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que quand on pousse cette curiosité, semble-t-il qu'on finisse par réaliser l'éveil. Donc, il y a des choses qu'on peut réaliser. C'est dingue. Et puis, je ne sais même pas très bien ce que c'est, mais n'empêche qu'on accède à des tas de choses qu'on ne connaissait pas avant. Par la pratique méditative du calme mental. Des formes de préscience, des formes d'intuition, il y a des qualités qui, hop, tout à coup s'élèvent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent enfin s'exprimer. Parce que le problème de l'agitation perpétuelle est pire que l'agitation perpétuelle. Le fait de s'inscrire dans des schémas répétitifs constants, c'est qu'il y a des tas d'autres aspects de nous-mêmes qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est pas possible. Parce qu'on est un peu tout le temps dans un même créneau. C'est comme imaginer quelqu'un, on va prendre la caricature de quelqu'un qui est raciste. Quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui... je ne parle pas du point de vue qu'on peut avoir idéologique par rapport au fait d'être raciste, ça c'est encore une autre question. Mais regardons ça du point de vue de l'angle psychologique. C'est quelqu'un qui, forcément, par habitude mentale, va considérablement réduire la possibilité d'empathie et de joie. Parce que très très vite, il va pouvoir se retrouver dans une situation très enfermante. C'est-à-dire très vite, ça peut devenir compliqué. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui ressemble à ce qu'il a de la peine à envisager pour qu'immédiatement, il soit en réaction. C'est-à-dire que du coup, en fait, sa vie, il y a quelque chose d'assez terrifiant. C'est-à-dire on peut commencer à comprendre que l'enfermement dans des schémas répétitifs est d'une part appauvrissant, mais d'autre part est angoissant. Il y a quelque chose qui est très angoissant. C'est-à-dire que l'esprit n'arrive pas du tout à se détendre. Il n'y a pas de détente possible. Vu qu'il n'y a que de la menace, ou même très souvent de la menace. C'est-à-dire, sorti de Chalette à Gobet, tac, ça commence à devenir menaçant. Donc c'est l'angoisse.
Donc, il ne faut surtout pas dépasser la ferme, là. Non. Donc, c'est très compliqué. Donc, ça veut dire que l'univers, évidemment, devient très, très court. La clôture, tu vois, tu vis dans la clôture. Donc, ça, c'est un peu pour le côté gag, mais n'empêche que si on y réfléchit, il y a quelque chose d'enfermant. Mais, là, on parle d'un autre, forcément, nous, on n'est pas comme ça, hein, mais n'empêche que, à notre manière, on vit aussi dans notre précaré. C'est-à-dire qu'on a aussi de la peine à sortir des limites. Donc, cette curiosité qu'on a à l'égard de l'esprit, c'est une possibilité de sortir des limites. Le Bouddha ne devient pas... C'est pour ça qu'on l'a du fait d'être bouddhiste ou pas. Ce qui est intéressant de se souvenir, c'est que le Bouddha n'a jamais dit dans ses enseignements qu'il était devenu quelqu'un d'autre. C'est pas un dieu, c'est pas un surhomme, il n'accède pas à rien, il accède juste à son plein potentiel. C'est-à-dire tout ce qu'il va découvrir, tout son enseignement découle de sa réalisation. C'est-à-dire il comprend les forces de l'univers, il comprend les pensées d'autrui, il comprend la loi du karma, il comprend pourquoi l'univers se manifeste. Il accède à l'omniscience. Alors ça, c'est ce qu'on raconte du Bouddha. Alors après, on est d'accord, pas d'accord, c'est une autre histoire. Mais disons, il va raconter des choses, il va dire des choses qui vont complètement, d'une part surprendre, mais d'autre part bouleverser les compréhensions, les entendements. Il a un enseignement très fort, très puissant, même pour ses contemporains. Mais il n'est pas en train de dire que c'est devenu un dieu. Il est juste en train de dire qu'il a abandonné les voiles qui l'empêchaient d'observer la nature des choses. Et donc, il accède à une sagesse totalement omnisciente, totalement vaste, c'est-à-dire que son champ, ça va super loin et beaucoup plus loin que la limite du village de Chalet-Tagobet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Donc il y a quelque chose où finalement, il va pouvoir parler des myriades de mondes à une époque où on se demande si le mec qui ose dire, et c'est bien après, qui ose dire que peut-être ça ne tourne pas autour de la Terre, est-ce qu'on va le couper en rondelles ou le mettre à frire sur le barbecue? C'est quand même fou. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un problème, non pas de pensée philosophique, mais il y a un problème de crainte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager quelque chose qui diffère de la pensée dans laquelle on s'est inscrit. C'est-à-dire le monde dans lequel on s'inscrit n'est pas questionnable. Et c'est ça qui est très fort avec l'enseignement du Bouddha, en fait, et encore une fois, au-delà d'être bouddhiste, c'est de se rendre compte de la force de questionnement. C'est-à-dire, à l'époque, la force de questionnement du Bouddha, c'est questionner le système des castes, questionner le système social, donc questionner la cosmogonie, questionner le sens des actes, questionner le sens de l'être, questionner le sens de la vie, donc pourquoi la mort, pourquoi la naissance, pourquoi la vieillesse, pourquoi la mort, comment ça se construit, quelle est l'origine de la souffrance. Et s'il y a compréhension de l'origine, il y a fin de la souffrance. S'il y a fin de la souffrance, il y a possibilité de mettre en place une démarche qui nous y mène. Donc, je veux dire, il y a quelque chose de révolutionnaire dans la pensée. Cette révolution-là, elle vient tout simplement de l'écoute de choses qui sont présentes en lui. C'est pour ça que pour nous, dans notre travail modeste ou exercice modeste du calme mental, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est comme, non pas faire taire, mais commencer à écouter ce qu'on n'entend pas. Et ça, c'est très différent. C'est pour ça que le moment où tout à coup, et puis quand tu dis c'est tout le temps, ça c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est le signe qu'on commence à être sensible au mouvement. Parce qu'avant, on voit rien. Il n'y a pas. Ou alors, on est sûr d'avoir tenu les 21 respirations. Parce qu'on est juste dans... On compte. On n'est pas dans l'observation de ce qui se produit. Voilà, ça c'est pour vous encourager. Et moi avec, parce que je fais autant besoin que vous. Waouh! Eh oui. Eh oui. Le temps passe de plus en plus vite. Et c'est horrible. Non, moi j'étais un peu causeur ce soir. C'est bien.
Oui, il y a des moments, hein, comme ça dure. Pas de méditation. C'est une bonne méditation. Et quand- Bon, il y aura d'autres fois où je dis presque rien. Ok, ben on va s'arrêter là. Mais voilà. Avec une dédicace quand même. Hein, comme on le fait dans la tradition bouddhiste, pour toi c'est un peu nouveau peut-être, mais on va. Bon, là on n'a pas fait le refuge au début parce que je suis rentré tout de suite dans la pratique comme ça. Mais sinon on commence par une prière de refuge parce que c'est l'intention d'atteindre l'éveil, donc de se libérer des voiles, de l'ignorance, de la confusion pour réaliser sa propre nature. Alors, il n'y a rien d'obligatoire, hein, c'est juste, je le fais pour qu'on se mette dans une position différente. Et puis qu'on peut se dire, ah tiens, il y a quelque chose qui vient me questionner aussi, et c'est intéressant. Puis à la fin, on dédie, c'est-à-dire c'est aussi une habitude traditionnelle, mais qui est intéressante. C'est l'idée finalement, ce que l'on vient de faire là, on n'a pas besoin de le garder. On peut très bien l'offrir, bien sûr mentalement, à autrui. On n'a pas besoin d'être gardien, d'être conservateur avec son expérience. On peut se dire finalement, tout ce les bonnes choses qu'on a pu comprendre, découvrir ou développer, ou n'importe, tout cela, je l'offre à autrui. Et d'une certaine façon, on apprend aussi à se défaire d'une saisie subtile qu'on pourrait faire de sa propre pratique. Et donc c'est une attitude intéressante. Ça se fait sous la forme d'une prière, mais c'est aussi un instant de silence et d'intention, donc tout simplement de souhait que vous pouvez formuler ou pas. Vous avez une entière liberté forcément. Sunam di tam che zirpane tam le nye be danam pam je ke ga na che balam tro pai se be zo le